Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va voir comment faire une simulation de fluide. Donc c'est quelque chose qui a considérablement changé depuis les dernières versions de Blender, parce que maintenant on va utiliser un outil qui s'appelle MantaFlow, qui est directement incorporé et qui permet de nous faire de la simulation de fluide, de fumée, de feu et de particules de manière générale, de manière assez poussée. Donc vous pouvez voir sous les yeux par exemple une animation quasiment en temps réel, là j'ai appuyé sur play, qui est relativement réaliste avec des collisions, avec des cubes, etc. Et on va pouvoir sublimer le rendu grâce au Cell Render pour obtenir une eau assez réaliste avec des motion blur notamment sur ces particules. Donc ces petites particules vont être générées par MantaFlow lors de la simulation. Tout ceci n'était pas possible avec les anciennes versions de Blender de manière relativement simplifiée. On va voir également comment rajouter du motion blur et enfin comment faire une petite animation, donc il ne faut pas que je lise avec ça, voilà. Une petite animation pas très réaliste, mais qui va nous permettre de créer de nouveaux matériaux. Donc ceci, ça va avec le Eevee. Donc vous pouvez voir que quand même, on a un petit motion blur au niveau des particules qui se déplacent rapidement, et ça permet d'obtenir des animations relativement rapidement. Donc au bout de 2-3 minutes de rendu, vous avez ceci. Grâce à ce matériau que l'on verra, donc je peux passer en mode rendu, qui permet d'obtenir quelque chose d'assez cartoon. Donc si vous voulez quelque chose d'encore plus cartoonesque, vous pouvez augmenter tout simplement la roughness pour enlever les reflets et on obtient quelque chose un petit peu comme on a dans les jeux comme Zelda ou autres, avec des reflets présents sur notre eau. Et ceci c'est rendu possible grâce à ce petit nœud là qui s'appelle le layer weight, donc on le verra à la fin de la vidéo, et qui me permet de changer en temps réel la couleur de l'eau. Donc par exemple je peux obtenir une eau voilà, avec du rose si je le souhaite, et je peux augmenter les reflets en baissant la roughness pour obtenir quelque chose comme ceci. Et tout ça, bien évidemment, je peux le voir en temps réel, donc c'est relativement puissant comme outil. Donc, on va commencer dessus de la simulation. Sachez qu'une simulation, dans Blender et dans la plupart des simulateurs de 3D, sont constituées de deux éléments principaux. On a le domaine, qui va être le volume de calcul de notre simulation, et on a les fluides, qui vont être présents à l'intérieur de notre domaine. Nous, on va rajouter un troisième élément, qui sont les colliders. Les colliders, c'est un objet qui va faire office de collision entre le fluide et lui-même. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper du domaine. Donc je vais utiliser tout simplement un cube de base, parce que c'est une forme relativement simple à calculer pour Blender, ça va l'arranger. Je vais faire S, CTRL, pour augmenter son échelle, et je vais mettre comme ceci. Pourquoi je mets CTRL? Parce que comme ça, je suis sûr de respecter le pas, l'unité du logiciel, et c'est plus simple ensuite à déplacer. Par exemple, imaginons maintenant que je vais y mettre ma box qui touche cet axe-là, donc une hauteur de 0, je vais faire un G, Z, et avec CTRL, ça va tout simplement se mettre dessus. Donc ça, c'est l'avantage. Je vais passer en vue dessus, je peux l'étirer un tout petit peu, en largeur, et également comme ceci. Et maintenant que j'ai mon domaine, je vais rajouter les colliders. Dans les colliders, je vais rajouter des cubes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une forme facile à calculer pour Blender en termes de collision. Sachez que plus votre domaine va être important en termes de volume, plus ça va demander des calculs, et plus vous allez avoir de la topologie, de la subdivision sur vos colliders, et plus également ça va demander de calculs. Vous comprenez que c'est plus simple de calculer une collision avec quelque chose de plane, par exemple comme le bord d'un cube, que quelque chose qui est arrondi, par exemple, où on va avoir beaucoup plus de force avec des vecteurs qui vont s'intensifier. Donc une fois que j'ai mon cube, je vais faire G, Z et CTRL pour le mettre en 0, et je vais en positionner 3. Donc le premier, je vais le mettre par exemple comme ceci, voilà. Shift D, je vais en mettre un autre derrière. Avec R, je vais le mettre comme ceci. Et je vais en mettre un autre là, Shift D. Et imaginons que celui-ci, je le veuille entièrement droit. Donc annuler cette rotation, je vais faire Alt R. Et ça me permet de le mettre comme je le souhaite. Donc là, on est pas mal. J'ai tous les éléments, il me manque plus que le dernier, qui est le plus important. C'est tout simplement ce qui va jouer le rôle de robinet. Ça va être le inflow. Donc je fais Shift A. Et je vais rajouter un maillage de type UV Sphere que je vais décaler sur le côté. Et je vais réduire considérablement sa taille, comme ceci. Donc là, on est pas mal. Je vais faire un petit CTRL S et je vais l'enregistrer. Souvent, quand vous faites des simulations, prenez l'habitude d'enregistrer parce que vous allez voir qu'on va beaucoup travailler avec des fichiers de cache, c'est-à-dire des données qui sont calculées, qui sont trop lourdes pour être stockées directement dans Blender. Donc elles sont dans des dossiers et des fichiers externes. Et si ça plante, c'est assez galère à récupérer. Donc je vous conseille souvent de faire des CTRL S. Ça évite d'écraser des anciens fichiers, etc. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la simulation de fluide. C'est ce qui vous intéresse. Donc je vais sélectionner mon conteneur. Je vais aller ici dans le Physics Properties, et là j'ai un bouton qui m'intéresse, c'est le bouton Fluide. Je peux cliquer dessus. Dans le type, on en a trois différents. Bon, le non, on l'oublie, ça sert à rien. On a le domaine, donc ça c'est le volume de calcul de notre simulation.
On a le flow, c'est-à-dire le fluide par exemple, c'est vraiment ce qui va faire l'objet du calcul et qui va avoir vraiment un comportement. Et on a le effector, qui va être par exemple une collision. Je vais cliquer sur domain. Ensuite, je vais sélectionner mes cubes. Mon cube, pareil, je vais cliquer sur fluide, sauf que cette fois-ci, je ne veux pas un domaine, je veux un effector. Effector, il y en a de deux types, on a collision et guide. Moi, je veux une collision par rapport au fluide, donc je laisse comme ceci. Et je fais de même avec les autres cubes. Je me mets un effector, par défaut, il est à collision, donc c'est très bien. Fluide, effector. Ok, et maintenant, je vais sélectionner ma sphère. Ma sphère, je vais cliquer sur fluide, et moi, je veux un flow. Un flow, il y en a de deux types. Il y a le inflow ou le outflow. Donc moi, je veux du inflow, c'est-à-dire je veux rajouter en fait de la matière en temps réel dans Blender. Mais d'abord, le premier paramétrage qu'il me demande de modifier, c'est le flow type. Par défaut, c'est de la fumée. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux calculer du liquide. Donc, je clique dessus. Flow behavior, on le changera par la suite parce que je vais vous montrer le comportement lorsque l'on met géométrie tout simplement. Donc là, j'ai changé à liquide. Très important dans le domaine également. On a domain type gaz. Il faut le passer à liquide. Sinon, il va vouloir me calculer du gaz. Il va rien trouver à l'intérieur. Et voilà. Et maintenant, tout en bas, je vais changer cache. Le cache, par défaut, il a un replay, c'est-à-dire que vous pouvez lancer l'animation et il va essayer de calculer en temps réel. Des fois, ça fonctionne pas très bien. Donc, je peux essayer là en augmentant. Ici, je fais espace. Donc, vous voyez, là, je peux calculer en temps réel mon animation. Je peux le voir si je fais espace. Au passage, là, j'ai augmenté le nombre de subdivisions parce que je me mets à 32. J'ai certainement pas assez de subdivisions en termes de qualité pour pouvoir calculer ma simulation. Donc je vous conseille ici de passer à 64 en termes de résolution et ça va vous changer ici le petit cube qui vous indique que la résolution est beaucoup plus fine pour le calcul. Donc replay, moi j'aime pas trop, je préfère passer en modular. Modular, ça permet quoi? Ça permet de faire un bake, c'est-à-dire un calcul automatique allant de la frame 1 à 50 par défaut qui sont présentes ici, d'un paramétrage qu'on a sélectionné. Donc par exemple les données de base, ou alors les particules, ou alors le mesh, etc., etc. Tout ça on le verra par la suite. Donc là si je fais bake data, déjà qu'est-ce qui se passe? J'ai plusieurs choses à vous expliquer. J'ai en bas le pourcentage qui va de 0 à 100% et de 0 à 50 en ce qui concerne les frames calculés. C'est les frames présentes ici. Donc c'est totalement indépendant, des fois il y a des confusions. La range présente là, de 0 à 50, avec la range présente dans la timeline, de 0 à 250. Si vous voulez changer le 0 à 250, il vous faut aller ici, dans le Output Properties, et changer le frame end. Donc je peux mettre à 100, parce que je vais retourner dans le Physics Properties, et là je vais mettre à 100. Voilà. Ce qui est bien avec ce nouveau simulateur de fluide, c'est que là, par défaut, je calculais de 0 à 50. J'ai pas besoin de tout recalculer. Je peux faire un resume et ça va me reprendre le calcul de 50 à 100 pour combler le reste d'animation qui n'était pas calculé. Et c'est ce que je vous disais, tout ça, ça va le mettre dans des caches qui sont présents ici. Et du coup, l'avantage, c'est que là, je peux voir mon animation. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement une goutte d'eau qui tombe et qui s'écrase. C'est tout. Pourquoi? Parce que là, mon objet, son behavior, son flow behavior qui est présent ici, il est à géométrie. C'est-à-dire que Blender, il convertit la géométrie qui est sphérique en fluide, il a soumis à la gravité et il la laisse tomber. Moi, je veux pas ça. Je veux du inflow. On a également outflow qui permet d'évacuer du volume, du fluide. Nous, on veut du inflow parce qu'on veut créer, rajouter du fluide en temps réel. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, imaginons que je veuille lancer l'animation. Je peux faire free data, bake data. On va voir un petit peu de calcul. Je vais m'arrêter environ à 30 ou 40 pour vous expliquer ce qui se passe. Si je fais échappe, j'ai l'animation qui a été calculée jusqu'à 40. Il se passe ceci. Donc j'ai une force qui va vers le bas et qui va ensuite être projetée sur le côté sur mes cubes. Moi, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir quelque chose qui est cette force-là. Donc je vous fais un petit vecteur qui est cette force. Voilà. Alors comment faire ceci? On va rajouter ce qu'on appelle une Initial Velocity. Donc je vais cliquer dessus. Et là, je vais pouvoir en rajouter une en particulier. En X, on pourrait mettre du -1 pour vraiment le faire aplatir vers le bas, mais on ne va pas l'utiliser. Moi, en Z, pardon, on pourrait mettre du -1 par exemple pour vraiment rajouter une force vers le bas. Mais il y a déjà la gravité qui joue ce rôle-là. Donc moi, je vais uniquement rajouter une force en X qu'on va mettre à 1. Alors comment je sais quelle valeur modifier? Le Z, vous embêtez pas, c'est toujours la hauteur dans Blender. Ensuite, des fois, le X et le Y, c'est un petit peu difficile à comprendre en fonction de comment on est positionné. Mais là, sachez que je suis en vue de 1, avec mon pavé numérique, c'est-à-dire de face, et mon X, présent en haut, il est vers la droite. Donc moi, je dois bien rajouter du +1. Le -1, ce serait à gauche. Ok? Donc maintenant, je peux retourner au début, je peux faire un free, et je peux faire un bake data.
Et là, on va voir le calcul. Bon, peut-être que je vais redescendre à 50 hein, pour éviter que l'animation dure trop longtemps. Parce qu'après, par la suite, de toute façon, tout mon domaine sera quasiment rempli. OK. Et là, je peux regarder. Et là, il se passe bien ce que je souhaite, à savoir une animation qui est directement projetée sur le cube et qui va se répercuter sur le reste de ma scène. Donc là, on est vraiment pas mal. Je voulais vous montrer autre chose. On a mon eau, on va dire, mon fluide, mon liquide, qui rentre en collision avec notre premier objet au bout de 5 frames, présent en bas ici sous ma caméra. Imaginons que je veuille réduire ce temps, enfin, que je veuille allonger le temps avant la collision, c'est-à-dire effectuer une sorte de ralenti. Mais ceci, ça va être possible grâce au timescale. Le timescale, par exemple, est présent à 1. C'est-à-dire qu'une seconde de simulation, c'est égal à une seconde d'animation dans la vraie vie. C'est, comme la description l'indique, Adjust Simulation Speed, c'est-à-dire la vitesse de la simulation. Si je le mets à 0,1 par exemple, tous les mouvements vont être divisés par 10. Donc là, si je fais Big Data, on avait une collision à 5, on se rappelle, on devrait l'avoir autour de 50, enfin du moins on devrait l'avoir beaucoup plus tard, et ça permet d'avoir une animation beaucoup plus fluide et d'obtenir une sorte de slow motion que je trouve assez sympa. Donc vous voyez à 5, où est-ce qu'on est? On est uniquement là, et du coup c'est bien aux alentours de 50 qu'on a une collision. Voilà, et donc là, on est pas mal. Donc, vu que je veux calculer que jusqu'à 100, on n'a pas assez d'animation, donc au lieu de mettre 0,1, je vais mettre 0,3. Comme ça permet d'avoir quelque chose de relativement ralenti, mais d'assez propre. Et je vais faire du Big Data et ça me permet de vous expliquer comment ça se passe. Pour ceux qui avaient déjà utilisé les anciens simulateurs de Blender, on lançait la simulation et on avait directement le fluide qui était créé. Là, comment ça fonctionne le nouveau simulateur? D'abord, il va calculer des données. Ces données, c'est les particules que vous avez sous les yeux, avec un code couleur. Le code couleur, c'est la vélocité. Donc si c'est rouge, ça veut dire qu'elle va très rapidement et ensuite un petit peu moins vite. Voilà. Donc, ceci étant dit, on a différentes étapes. On a d'abord le calcul des données. Ensuite, on peut calculer des particules. Donc, les particules, je rappelle que ça permet d'obtenir, par exemple, ces effets de projection qu'on a là. On va les rajouter de suite. Et ensuite, on a le calcul du maillage. Donc, si je rajoute des particules, je vais mettre du spray, c'est-à-dire des éclaboussures. Je vais créer du foam, c'est-à-dire de la mousse ou de l'écume. Et je vais créer des bubbles, donc ça, des bulles. Pas compliqué. Maintenant, je peux faire Bake Particle. Et là, il va se baser sur les anciennes données pour créer ceci. Il faut faire de manière procédurale parce qu'à chaque fois, il hérite des anciennes données. Et là, on voit que ça rajoute quelques particules en plus, qu'on verra notamment ensuite dans l'animation. On le verra de manière un petit peu plus réaliste. Ok. Et ensuite, je vais créer le maillage. Parce que là, pour le moment, ce n'est pas un mesh que j'ai. C'est tout simplement des particules, des données. Donc, le maillage, pour faire simple, comment il va faire? Mais c'est comme si en maths, vous avez plusieurs points et qu'ensuite, vous voulez les relier, ben voilà, ça va faire ceci avec tous ces points, sauf qu'au lieu d'être en 2D, c'est en 3 dimensions. Ok? Donc je vais cliquer sur Mesh, et je peux faire Bake Mesh. Et là, ça va me calculer le maillage. Donc là, pourquoi j'ai été obligé de faire étape par étape? Parce que je me suis mis en modulaire. Vous allez voir juste après que je vais changer un petit paramétrage, et je vais tout calculer d'un coup. Là, si je vais ici dans Solid, j'ai bien une animation qui est calculée, et qui marche plutôt pas mal. Donc moi, j'ai deux choses qui me gênent déjà. C'est du shading flat. Donc je vais faire clic droit, shade smooth. C'est un petit peu mieux. Ensuite, je trouve que mon émetteur de base est beaucoup trop large. Donc avec S, je vais le réduire. Comme ceci. Et enfin, je trouve que la qualité n'est pas top en ce qui concerne le maillage. Donc je vais pouvoir changer ici le Hub Rest Factor. Pour ce faire, je vais tout recalculer. Comme ça, c'est fait. Donc au lieu de passer en modular, je vais passer en final. Et quand j'appuie sur final, vous voyez que j'ai plus besoin de faire un bake indépendant, j'ai même plus la possibilité, mais un bake all va tout me compiler en même temps. Donc je vais également augmenter un petit paramétrage qui est le uprest factor. Ceci, en quelque sorte, c'est l'équivalent du subdivision surface quand vous avez un maillage. Ça va rajouter des subdivisions, donc de la qualité sur votre maillage final. Je vais le mettre à 4. En haut, sur la résolution de division, je vais passer à 75. Voilà, comme ce sera un petit peu mieux. Et je vais faire Bake All. Et le temps que ça calcule, parce que ça va prendre un petit peu plus de temps, je pense. Ouais, voilà, ça risque de prendre 5-6 minutes. Peut-être un petit peu moins, mais bon, voilà, je ne vais pas combler pendant quelques minutes. On se retrouve tout de suite quand le calcul de la simulation est terminé. On se retrouve de suite. Alors, juste, petit paramétrage qu'on peut également rajouter. J'ai oublié. Ici, on a quelque chose qui s'appelle le Use Speed Vector. Donc, je vais faire Free All et je vais cliquer dessus. Je vais cliquer dessus, je vais juste un tout petit peu augmenter parce que le début que j'ai vu, ça me plaisait pas trop. Voilà. La taille. Alors, pour que je vous explique, parce que je ne vais pas cliquer sur un paramétrage sans vous expliquer, en fait, le Use Speed Factor va nous permettre de rajouter ensuite dans le compositor, c'est-à-dire en post-traitement, une nouvelle donnée
qui est la vitesse de nos particules qui va être assignée au maillage. Et du coup, le motion blur sera basé sur cette donnée-là. Donc voilà, une fois que j'ai fait ceci, je peux faire le bake all. Et là, cette fois-ci, je mets bien en pause. On se retrouve à tout de suite. Ok, donc on se retrouve, on a la simulation qui a fini d'être calculée, donc on a ceci, donc une belle animation, on peut passer en vue de solide, et là on voit bien la différence entre le fluide en lui-même et les différentes particules qui sont projetées. Donc tout ceci, on va pouvoir gérer un petit peu le rendu. Donc la première chose qu'on va faire, c'est un matériau tout simple, donc je vais aller ici, dans le matériau preview. Pas besoin de rajouter une image HDR parce que je vais rester dans ce viewport shading là. Au pire, après coup, quand je ferai les rendus, je pourrai les rajouter. Mais pour créer les matériaux, on va rester comme ceci. Donc je vais aller ici dans le matériel. Je mets un matériau de base, je vais le supprimer et je vais en créer un nouveau qu'on va appeler fluide par exemple. Et je vais pouvoir aller dans le shader editor. Et là, je vais faire un matériau tout simple. Je vais supprimer le principal BSDF et je vais rajouter un shader de type glace que je vais relier à ma surface. Donc là, on a un taux de réfraction qui correspond à du vert. Sachez que j'ai fait des recherches sur internet, l'indice de réfraction de l'eau est environ autour de 1,3, donc je peux passer à 1,3 pour obtenir quelque chose qui est un petit peu mieux. Et donc là, voilà, je peux obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, tant que j'y suis, je vais mettre l'image HDR, donc je vais en mode rendu, je vais sur mon world, je fais environnement texture, open, et je peux ouvrir une image, donc peu importe, par exemple celle-ci. Comme ça, il y a de l'eau en fond, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça permet d'obtenir quelque chose qui ressemble du coup un petit peu à de l'eau. Je ne veux pas l'afficher pendant le rendu, donc je vais dans Film et Transparent, présent, je rappelle, dans le Render Properties. Ok, donc là on va dire qu'on a un matériau de base qui peut s'apparenter à de l'eau, donc voilà, on est content de notre truc, mais on a différents paramétrages à régler, notamment en ce qui concerne ces petites particules-là, ces éclaboussures. Alors sachez que maintenant, si vous allez dans le Particle Properties, on a ceci qui s'affiche. On a Spray, Foam et Bubble. Donc les sprays et les bubbles vont avoir le même matériau, c'est-à-dire ce qu'on appelle une icosphère, donc c'est une petite sphère, où on va réduire le nombre de subdivisions pour avoir quelque chose d'un petit peu plus optimisé. Alors pour ce faire, je vais aller ici dans le mode Objects, je vais faire Shift A et je vais taper dans Icosphère. Et maintenant, je me masque 2 secondes. Ici, vous avez Add Icosphère, vous allez cliquer dessus et Subdivision, vous allez mettre 1, tout simplement. Ça permet de réduire considérablement le nombre de subdivisions de notre objet. Donc là, si je fais G, vous voyez qu'on en a beaucoup moins. Si j'en mets une qui est présente à 2, alors j'ai pas l'impression qu'il ait pris en compte mon paramétrage. Si, voilà. Donc si je mets à 2, pardon, c'est parce que du coup j'étais à 1, si je mets à 2, on a beaucoup plus de subdivisions. Alors pourquoi c'est important de réduire le nombre de faces? Parce qu'on va rajouter une petite sphère comme ça à chacune des particules. Donc ce serait vraiment difficile de calculer quelque chose avec beaucoup de faces sur, par exemple, 200 000 particules, ce serait vraiment énorme, sachant qu'en plus on a le fluide à côté qui va avec. Donc pourquoi je suis obligé de faire ça? Parce que par défaut, une particule, elle n'est pas visible lors du rendu. Du moins, il essaie de simuler une sorte d'halo, mais c'est pas top. Donc je vais créer une icosphère. La première, je vais l'appeler par exemple Bubble, comme ça on s'en souviendra. Et la seconde, je vais l'appeler écume, mousse, voilà, ça veut dire à peu près les deux choses. Et je vais créer 2 matériaux tout simples. Le premier, je vais aller ici, faire un nouveau matériau que je vais lui aussi appeler Bubble pour me retrouver. Je vais passer en mode rendu, ce sera plus simple. Je vais enlever le principal BSDF, je vais faire un Shift A et je vais faire du shader. Je vais mettre du glace, un petit peu comme on a fait sur l'eau, que je vais relier. Je mets pareil un indice de réfraction à 1,3. Voilà, je peux faire clic droit, Shade Smooth. Comme ça, c'est comme si on avait une petite bulle. Je peux la mettre légèrement bleutée. Comme ceci, ça rajoutera de la variance par rapport à notre eau classique. Et là, maintenant, la mousse, l'écume. Donc on ne va pas s'embêter, sachez que c'est une particule, donc on ne veut pas non plus obtenir quelque chose qui est ultra réaliste. Donc je vais faire à peu près pareil, sauf que je vais mélanger de shaders. Donc je fais Shift A, Mix Shader. Voilà, je peux les relier. À gauche, je vais mettre un shader de type glace. Pareil, 1,3, entièrement blanc cette fois-ci. Et en bas, je vais mettre un diffuse blanc que je vais relier également. Et ça me permet d'obtenir quelque chose un petit peu opaque, voilà, mais pas tellement, qui va me donner un effet un petit peu de mousse, mais où on peut voir quand même un petit peu à travers. Ok, donc maintenant, ceci étant fait, je vais sélectionner mon objet qui possède les particules. Je vais cliquer ici, dans Particle Properties, et là, faites bien un CTRL S, parce que ça peut potentiellement planter. Parce que vous avez en bas le nombre de particules
qui est présent. Donc liquid, par défaut, on ne va pas y toucher. Il rend lui-même un halo de liquide. On a spray. Donc le spray va être des éclaboussures. Donc moi, je vais faire render as object. Et le instance object, je vais prendre voilà, spray. Donc c'est les bubbles. C'est un petit peu pareil. Ensuite, foam, je vais cliquer. Pareil, je vais mettre object. Je vais sélectionner mon écume. Et bubble. En fait, bubble et spray, je considère que c'est la même chose parce que dedans, ça va être soit une sphère avec de la réfraction et un spray, ça va être une éclaboussure, donc un petit peu le même matériau qu'on a à côté. Et bubble, je vais faire pareil. Je vais faire un object et je vais sélectionner ma bubble. Et là, normalement, je devrais avoir ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je devrais avoir, voilà, mes objets, donc mes éclaboussures qui sont présents et qui sont assez réalistes, assez pas mal. Donc si je relance mon animation, j'ai bien des particules voilà, qui vont partir un petit peu partout. Donc ça c'est sympa. Et on a donc de l'écume qui est présent par-ci par-là. Donc je peux afficher ou masquer si je veux le foam pour voir où ça en est. Pareil pour les bubbles. Donc d'ailleurs le liquid je sais même pas où est-ce qu'il le met. Il doit en simuler un petit peu à l'intérieur, mais c'est pas dramatique. Donc voilà. Maintenant, on va essayer d'obtenir un rendu assez réaliste avec Cycle. Donc pour ce faire, d'abord, il faut passer en Cycle Render. Je suis en Eevee. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur Cycle. Je vérifie que l'enregistrement tourne, ouais, parce que j'ai eu un petit freeze. Ok, je peux passer en mode solide pour, dans un premier temps, positionner la caméra. Donc je sélectionne ma caméra, je vais dans View. Lock Camera to View, je vais faire une petite rotation comme ceci. Donc le Lock Camera to View, je rappelle, me permet d'obtenir un positionnement basé sur mes déplacements. Et je peux mettre par exemple ici. Et je peux recliquer. J'aimerais bien un endroit où le fluide commence à... Ouais, bon, on va dire que là, c'est pas mal. Commence à arriver, on va dire que c'est bon. Là, si je commence à faire un pré-rendu, qu'est-ce qu'on a? On devrait avoir quelque chose qui est pas mal, mais il va y avoir quelque chose qui me gêne. Voilà. Là, si je me mets en mode rendu, on a effectivement un matériau de verre qui est simulé, mais l'avantage du Cycle Render, c'est que déjà, bon, je vais passer en GPU pour que ça aille un petit peu plus vite. Si je vais ici dans Film, là où j'ai le Transparent, qui nous permet d'enlever l'image de fond, je peux cliquer sur Transparent Glass. Et du coup, ça va me donner quelque chose de beaucoup plus transparent. Ça va simuler en fait de l'alpha sur notre matériau glace, et du coup, on a quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Donc avant de faire le rendu, très important, je vais aller ici, dans le Layer Properties et je vais cliquer sur Vector. Comme ça, au moment du rendu, il va pouvoir me convertir pour mon compositor le vector. Et là, je peux faire CTRL S et si je fais F12, on va voir le rendu. Alors, le temps de rendu, je vais vous expliquer parce que ça, c'est peut-être un petit peu nouveau pour certains d'entre vous. Le vector, en fait, ça va hériter de la valeur que j'avais cliquée dans la simulation. Donc, je pense que je peux y aller en même temps. J'espère que ça n'a pas planté. Je vous avais dit que c'était important de cocher ici le uSpeedVector. En fait, c'est une valeur, hein, c'est une valeur de vitesse de mon objet qui marche plus ou moins. Donc, on va voir là pour notre scène ce que ça donne. Mais en gros, MentalFlow, donc le simulateur de fluide, va assigner à certaines parties des objets une valeur de vitesse et le motion blur va s'effectuer par rapport à ça. Parce que si vous utilisez le motion blur qui est présent par défaut dans Blender, vu tous les éléments qui bougent là dans une scène comme celle-là, ça va demander un temps fou. Donc ok, j'ai mon image qui est rendue, je peux aller dans le compositor. Je vais cliquer en haut sur Use Nodes. Je peux mettre en haut à droite mon Image Editor et cliquer sur le Render Result. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir en temps réel ce qui se passe. Ça m'évite d'utiliser le backdrop. Bon, bref, tout ça c'est un petit peu complexe, mais vous allez voir que c'est pas très compliqué en soi. Et là, vous voyez que le fait d'avoir coché Vector, ça me rajoute un nœud ici, qui par défaut n'est pas là. Et je peux faire Shift A, et je vais rajouter un filter de type Vector Blur, que je peux mettre ici. Mon image se relie automatiquement à mon image. Mon depth, c'est-à-dire ma profondeur, je le mets sur le Z. Et mon vecteur, je vais le mettre sur le vector. Et là, il va y avoir un petit temps de calcul en fonction de votre image qui va s'effectuer. Et normalement, je devrais avoir un résultat présent ici. Donc vous voyez que là, le motion blur, il est pas mal. Hein. On a bien les éléments qui vont vite, qui sont floutés, mais il est beaucoup trop important. Donc déjà, je vais cliquer sur Curved. Curved, ça permet quoi? Ça permet d'interpréter la vitesse d'une manière lisse au lieu d'une manière numérique et linéaire. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais il y a une description d'ailleurs. Interpolate between frame in a basic curve rather than linearly. C'est-à-dire que ça va essayer de lisser en fait l'effet de flou en fonction de la vitesse des particules. Donc je peux cliquer dessus. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer l'intensité du blur. Par défaut, il est à 3, c'est beaucoup trop important. Je vais mettre 0.5, je pense que ce sera pas mal. Petit temps de calcul. Ah ouais, 0.5 qui est trop important, 0,0.
0,1. Donc ça dépend vraiment de l'inertie par défaut de votre fluide. Voilà, 0,1, on va dire que c'est bon. Donc là, on a du flou ici parce que l'eau arrive relativement vite. Là, elle est stoppée, donc c'est bon. Et on a ces particules-là qui donnent un effet assez flou. Donc ça, c'est pas mal. Et une fois que j'ai ceci, je peux faire Image, Save As, et je peux faire mon rendu classique. Et maintenant, on va voir, hop là, Save As Image, on va voir comment obtenir un autre matériau. Vous auriez pu également, donc j'y pense maintenant, rajouter du focus de caméra, donc relativement simple. Je clique sur ma caméra, je vais dans Depth of Field, et juste en dessus dans Viewpoint Display, j'ai quelque chose qui s'appelle Limit, qui permet de voir où s'effectue le focus. Et donc en changeant ici la distance, je vais pouvoir voir le focus qui s'effectue. Ça, on va le faire du coup pour le Eevee, comme ça permet de voir un petit peu tout. Et le Eevee, je rappelle qu'on va donner cet effet un petit peu cartoon sur le matériau. Donc je vais aller dans le Shaders Editor, je vais cliquer sur Mono présente ici. Mono par défaut, si je mets dans rendu, c'est un effet glace, un petit peu, c'est-à-dire un effet de liquide d'eau classique. Moi, j'aimerais bien obtenir, comme je vous avais montré sur mon autre scène, quelque chose qui ressemble à ceci. Alors ceci, on va l'utiliser avec un node qui s'appelle, donc déjà je vais remettre le shader Principal BSDF qui est présent ici. Voilà, je remets la surface, qui s'appelle Layer Weight. Donc Layer Weight, quand je le sélectionne, on a deux sorties qui s'offrent à nous. On a le Fresnel ou le Facing. Donc tout ceci, ça va être en fait des orientations par rapport à notre vue et la face qui projette le matériau. Je vais vous expliquer. Si je me mets ici un mix RGB, je sélectionne ma base color, que je mets mon facing sur le factor, et que je mets du blanc, voilà, et du noir, par défaut, ça fait pas grand chose. Bon, déjà, on peut toucher cette valeur de blend qui va permettre de mélanger un petit peu. Mais ce qui va être assez intéressant, bon, je vais le remettre à 0,5, c'est d'utiliser, d'ailleurs si je l'augmente, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça mélange l'inverse. Ce qui va être intéressant, je mets 0,5, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une color ramp. Une color ramp va me permettre, en mettant quelque chose de vraiment proche entre les deux, voilà, de mettre ceci. Et là, vous pouvez voir que de suite, quand je parlais d'orientation, c'est en fonction d'un vecteur présent entre la caméra et l'objet, en fonction de l'orientation de sa normale, de sa face, pour afficher de telle manière notre matériau. Et du coup, là, vous pouvez bien comprendre que si je mets du bleu ici, et par exemple du blanc, ça me permet d'obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Donc si je veux limiter la taille de ces reflets, je peux un petit peu décaler vers la droite, le mettre ici, et j'aurai du coup un petit peu moins cet effet-là présent sur notre matériau. Et je peux bien évidemment baisser la roughness si je veux quelque chose avec des reflets en activant le Screen Space Reflection pour un petit peu plus de réalisme. Et ça me permet d'obtenir ceci. Une eau, on va dire un petit peu cartoon. Hein. Donc c'est pas toujours qu'on voit de l'eau comme ça. Donc on a des reflets qui sont effectués, un petit peu comme on a dans des jeux tels que Zelda ou autres, où on a les sillons de l'eau qui sont présents comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. On a vu pas mal de choses, hein, les particules, les simulations, etc. Ça nécessite pas mal de travail, je pense, pour maîtriser tout ça, surtout pour ceux qui n'en ont jamais fait. Ça change beaucoup des présentes versions. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.